Chers élèves, bonjour. Bienvenue sur l'ERTM en classe. Ce matin, je vais vous présenter une leçon de sciences naturelles dont le titre est l'appareil respiratoire et la respiration. Mais avant de commencer cette nouvelle leçon, vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, on a vu l'appareil circulatoire. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'appareil circulatoire comprenait deux grandes parties, le cœur et les vaisseaux sanguins. Alors, si je vous demandais quel est le rôle des vaisseaux sanguins, ou bien si je vous posais la question, à quoi servent les vaisseaux sanguins? À cette question, vous devrez me répondre que les vaisseaux sanguins ne sont autre chose que les chemins par lesquels le sang circule dans notre organisme. Alors, et si je vous demandais aussi, que fait le cœur pour que la circulation du sang puisse se faire, vous devrez être capable de me répondre que pour que la circulation du sang puisse se faire, le cœur étant un organe creux, il se remplit de sang et il expulse le sang. C'est-à-dire le cœur, il aspire le sang et en même temps, il refoule le sang. Donc, c'est un organe qui propulse le sang dans les vaisseaux sanguins. Alors ce matin, notre leçon est l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, c'est, comme on l'a dit de façon générale, un appareil, c'est un ensemble d'organes ayant une fonction bien particulière. Donc ici, l'appareil circulatoire et l'appareil respiratoire, c'est l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'assurer le phénomène de la respiration. Alors notre leçon va être articulée en trois grandes parties. La première partie, c'est la description de l'appareil respiratoire. La deuxième partie, c'est la respiration. Et en troisième partie, nous allons parler de l'hygiène de l'appareil respiratoire. Les objectifs. À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de décrire l'appareil respiratoire. Vous devrez être capable d'expliquer ce que c'est que la ventilation pulmonaire, d'expliquer les modifications de l'air dans les poumons, d'expliquer les échanges gazeux tissulaires et enfin de citer quelques mesures d'hygiène de l'appareil respiratoire. En grand terme, la description. Pour faire cette description, nous allons nous rabattre sur ce schéma. Lorsque nous regardons ce schéma, c'est ce qu'on appelle l'appareil respiratoire. Il comprend deux grandes parties. Ce qu'on appelle les voies respiratoires et enfin, on a les deux poumons. Les voies respiratoires. Les voies respiratoires commencent au niveau ici. Vous voyez les fosses nasales. Les fosses nasales, ce sont des passages de l'air. Alors, elles aboutissent à l'extérieur par ce qu'on appelle les narines. Ensuite, vous avez le pharynx. On a dit que le pharynx, lorsqu'on a étudié l'appareil digestif, on a dit que le pharynx, c'est le point où les voies respiratoires et les voies digestives se rencontrent. Ensuite, vous avez un organe qui est là, qu'on appelle le larynx. Le larynx, c'est un petit organe qui est situé entre le pharynx et la trachée artère. Et lorsque vous regardez en dessus de votre menton, il y a une petite bosse là-bas qu'on appelle la pomme d'Adam. C'est le larynx qui forme la pomme d'Adam. Et après, vous avez ce qu'on appelle en jaune ici, vous voyez la trachée artère. La trachée artère, c'est un tube d'environ 12 cm qui longe la colonne vertébrale et qui est placé en avant du tube digestif. Alors, cette trachée artère est toujours ouverte parce qu'il est constitué par un ensemble d'anneaux cartilagineux qui permet toujours de la maintenir ouverte. Alors, on peut récapituler en disant que les voies respiratoires sont les fosses nasales qui débouchent à l'extérieur par les narines. Et lorsque nous regardons les narines, vous voyez que les narines sont tapissées
de petits poils. Et vous voyez aussi que l'intérieur est rouge. On dit qu'il y a une muqueuse rouge. Alors, les narines permettent de faire entrer l'air dans les fosses nasales. Alors, quel est le rôle que jouent ces poils? Les poils-là permettent d'arrêter les fines poussières, les fines particules de poussière qui tentent de s'engouffrer dans les fosses nasales. Et la muqueuse permet toujours de rendre humide. Ici, les narines sont toujours humides grâce à une production de mucus au niveau des fosses nasales. Alors, le pharynx, on l'a dit, c'est l'endroit où les voies respiratoires et les voies digestives se rencontrent. Le larynx, on a dit, la trachée artère, elle est caractérisée à l'intérieur de la trachée artère. Vous avez des cils vibratiles. Ces cils-là vibrent pour arrêter les fines particules de poussière qui auraient échappé depuis les fosses nasales, qui auraient échappé au niveau des narines, pour que ces particules ou bien ces quelques gouttelettes de liquide ne puissent pas s'engouffrer dans la trachée artère parce que c'est la voie qui est là uniquement pour l'air. Ensuite, la deuxième partie de l'appareil respiratoire, c'est, on a dit ici, les poumons. Vous avez deux poumons, le poumon droit qui est là et le poumon gauche qui est là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la trachée artère se divise ici en deux petites branches qui vont pénétrer dans les deux poumons. Vous avez le poumon droit qui est constitué de 3 lobes. Premier lobe, ici vous voyez les lobes, on voit très bien les 3 lobes. Pendant que le poumon gauche, il est constitué de 2 lobes. Cela dépend de la position du cœur. C'est la position du cœur qui fait que le poumon droit est formé de 3 lobes, pendant que l'autre là n'a que 2 lobes. Alors, on peut récapituler en disant que l'appareil respiratoire comprend les voies respiratoires qui permettent d'assurer le passage de l'air vers les poumons. Et les poumons de couleur rose sont situés dans la cage thoracique. On a un poumon droit et on a un poumon gauche. La respiration. Qu'est-ce que c'est que la respiration? La respiration, c'est un phénomène, c'est le phénomène par lequel nous assurons les échanges, c'est-à-dire l'air que nous aspirons par les narines, l'air là doit passer dans les poumons et c'est ce qu'on appelle la respiration. Il est à la fois mécanique et aussi il est aussi un phénomène chimique parce qu'il y a les échanges gazeux qui se font pendant la respiration. Il y a ce qu'on appelle la ventilation pulmonaire qui est purement mécanique. La ventilation pulmonaire. Qu'est-ce que c'est que la ventilation pulmonaire? La ventilation pulmonaire, nous venons de dire tout de suite que par les narines, nous faisons entrer de l'air dans les poumons. Et quand l'air entre dans les poumons, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 types de mouvements. Le premier mouvement, c'est qu'on fait entrer d'abord l'air dans les poumons. C'est ce qu'on appelle une inspiration. Et le deuxième mouvement, c'est lorsque nous faisons ressortir l'air des poumons. Et c'est ce qu'on appelle une expiration. Donc, un mouvement respiratoire comprend 2 sortes de mouvements. Le premier mouvement, c'est le fait de faire entrer l'air dans les poumons qu'on appelle une inspiration. Et deuxième type de mouvement, c'est ce qu'on appelle une expiration lorsque vous faites ressortir l'air des poumons. Il a été démontré qu'un adulte fait en moyenne 16 mouvements respiratoires, c'est-à-dire en 1 minute, un adulte inspire 16 fois et expire 16 fois. Il y a un appareil qui nous permet de mesurer ça, qu'on appelle le spiromètre. Une inspiration. Lorsque moi je suis là, tranquillement, quand je fais entrer de l'air, on dit que je fais une inspiration normale. Cette inspiration normale fait entrer dans mes poumons une quantité d'air qui a été mesurée et évaluée à 0,5 litres d'air qu'on appelle l'air courant.
Mais lorsque maintenant je vais forcer l'inspiration, c'est-à-dire je suis là, je fais comme ça. Je tire l'air. Donc ça c'est forcé. Ce n'est pas normal, c'est forcé. Et quand je force, il y aura une entrée d'air, le volume d'air qui va entrer va être beaucoup plus vaste que lorsque je fais une inspiration normale. Alors, ça aussi, on a mesuré, on a trouvé que lorsque j'ai fait une inspiration forcée, la quantité d'air qui entre dans mes poumons est de 1,5 litre qu'on appelle air complémentaire. Voici ici en rouge, air complémentaire. Alors, le même cas peut se produire. Maintenant, au lieu de faire une inspiration forcée, j'ai fait une expiration forcée. Une expiration de passage, on l'a dit, que lorsque vous faites ressortir l'air de votre poumon, c'est ce qu'on appelle une expiration. Mais cette expiration aussi peut être forcée. Lorsque c'est forcé, ça fait sortir une quantité d'air de poumon qu'on appelle l'air de réserve et cette quantité est de 1,5 litre. Alors l'ensemble de ces trois, c'est-à-dire l'air courant, l'air complémentaire et l'air de réserve, c'est ce qu'on appelle la capacité vitale des poumons. C'est ce qui est normalement tout le temps renouvelé. Mais il a été constaté que quelle qu'en soit une expiration forcée, il reste toujours dans nos poumons une quantité, un volume d'air qu'on a mesuré et qui est égal à 1,5 litre qu'on appelle l'air résiduel. Alors l'ensemble, air courant, plus air complémentaire, plus air réserve, plus air résiduel, c'est ce qu'on appelle la capacité pulmonaire. À ne pas confondre avec la capacité vitale. La capacité vitale, c'est la quantité d'air qui est constamment renouvelée. Mais l'ensemble renouvelé et ce qui reste, c'est ce qui détermine la capacité pulmonaire qui est égale en ce moment à, vous voyez ici, on a 5 litres. Alors, en grand B, nous partons maintenant avec la respiration. C'est-à-dire, ce n'est plus la description est finie. Maintenant, nous sommes dans le fonctionnement même de l'appareil respiratoire. Il y a la respiration. Dans la respiration, on a les échanges gazeux respiratoires au niveau des poumons. Une petite expérience, c'est de voir est-ce qu'il y a l'air qui entre dans nos poumons et l'air qui ressort, est-ce qu'il y a eu des modifications? Si oui, on va démontrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À l'aide d'un dispositif. Vous voyez ici, il y a un dispositif qui est là. Vous avez un flacon qui comprend 2 tubes. Le premier tube ici, vous le voyez, et le deuxième tube, vous le voyez. Qu'est-ce qu'on fait? On inspire l'air, c'est-à-dire on fait entrer l'air dans ce flacon. Et n'oubliez pas qu'au fond du flacon, vous avez l'eau de chaud. Et sachant bien que l'eau de chaud permet de tester la présence du gaz carbonique dans un milieu, on va faire entrer de l'air dans ces vocales et l'air va traverser l'eau de chaud. Nous voyons qu'il n'y a presque pas de trouble. L'eau de chaud reste intacte. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire entrer l'air cette fois-ci, nous soufflons. Quand on souffle, c'est une expiration. Donc, ici, après une expiration, quand nous soufflons, l'air va passer sur l'eau de chaud et qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que l'eau de chaud s'est troublée. On ne se limite pas là, on va plus loin avec un autre appareil qui est là. On souffle cette fois-ci dans ce petit appareil qui contient un thermomètre. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la température monte dans le thermomètre. Vous voyez le thermomètre ici, la température monte. Et en plus de cela, la paroi interne, vous le voyez ici, la paroi interne, vous voyez des petits pointiers ici, ce sont des buées. C'est comme s'il y a des gouttelettes d'eau qui se forment. Alors, ces 3 dessins, nous devrons pouvoir les interpréter. Qu'est-ce qui s'est passé?
nous avons dit que l'air inspiré passe, l'eau de chaud ne se trouve presque pas. Et quand on fait passer l'air expiré, on dit que l'eau de chaud se trouve. Et l'air expiré aussi, quand on le fait passer dans un bocal qui contient un thermomètre, nous voyons que la température s'élève et qu'il y a des fines particules d'eau qui se forment sur la paroi interne du tube. Alors, pour une bonne compréhension, nous avons ici un chiffre, les données. Nous comparons l'air inspiré ici et l'air expiré. L'air inspiré, vous voyez, il y a les substances, il y a l'azote, il y a l'oxygène, il y a le gaz carbonique, il y a la vapeur d'eau et on a la température. Donc, le tableau nous donne des indications par rapport à ces différentes parties. L'air inspiré, vous voyez, l'azote, c'est 79%. L'oxygène, c'est 21%. Le gaz carbonique, c'est 0,3%. La vapeur d'eau, elle est variable. Et la température aussi est variable. Et quand nous venons à l'air expiré, vous voyez, la quantité d'azote ne change pas. Mais nous voyons que de 21, nous sommes à 16. De 21, nous sommes à 16. Et la quantité de gaz carbonique de 0,03%, nous avons 3%. Et on me dit qu'il y a beaucoup plus de vapeur d'eau parce qu'on parle de la saturation ici. Et plus loin, la température est indiquée, elle est de 35 degrés. Que pouvons-nous tirer comme conclusion de ces deux expériences, ou de la première expérience avec le bocal et le tableau? Nous pouvons dire tout de suite que l'air inspiré est très riche en oxygène, 21%. Il est pauvre en gaz carbonique, il est pauvre en vapeur d'eau et sa température n'est pas élevée. Mais lorsque l'air là passe dans les poumons, nous voyons qu'il y a une modification. La modification, c'est au niveau de la quantité, du volume d'oxygène, parce que de 21, nous venons à 16. Ça veut dire qu'il y a eu une perte d'oxygène lors du passage de l'air dans les poumons. Et le gaz carbonique, de 0,03%, il se retrouve à 3%. Donc le volume du gaz carbonique aussi a augmenté. On me dit qu'il y a beaucoup plus de vapeur d'eau. Ça veut dire que l'air que nous avons inspiré, pendant son passage dans les poumons, il s'est appauvri en oxygène. Il y a eu une augmentation en volume de gaz carbonique. Il y a eu la production de la vapeur d'eau et la température s'est élevée. Conclusion, l'air inspiré lors de son passage dans les poumons s'appauvrit en oxygène, s'enrichit en gaz carbonique, la température s'élève et il y a de la vapeur d'eau qui se forme. Deuxième modification, c'est la modification du sang subi par le sang dans les poumons. Lorsque vous vous rappelez un tout petit peu, quand on a vu l'appareil circulatoire, on a dit que le sang, lorsqu'il quitte le ventricule droit, il remonte par l'artère pulmonaire et arrive au niveau des poumons. Ce sang qui quitte le ventricule droit, il a une couleur sombre. C'est un sang qui est riche en gaz carbonique. Quand il arrive au niveau des poumons, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ce sang, en ressortant, et cette fois-ci, en empruntant la veine pulmonaire, ce sang devient rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au niveau des poumons, le sang gagne en oxygène et il s'appauvrit en gaz carbonique. Regardez ici. Chaque fois que l'air s'appauvrit en oxygène, ça veut dire que le sang en a gagné. Et chaque fois que l'air s'enrichit en gaz carbonique, ce qui veut dire que le sang a perdu du gaz carbonique. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Le sang subit des modifications au niveau des poumons. Quand il arrive aux poumons riches en gaz carbonique, il perd le gaz carbonique et s'enrichit en oxygène.
C'est pourquoi il y a la variation de couleurs. Dans les tissus, pour les tissus, nous avons cette expérience. Cette expérience, vous avez un bocal qui contient de la viande fraîche, mais qui est hachée, c'est-à-dire en petits morceaux. Et au fond, vous avez l'eau de chaux. Et l'ensemble est relié à une cuve ici, qui contient de l'eau colorée. Et quelques instants, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on dépose ces morceaux de viande ici, dans le tube, quelques instants, on remarque qu'il y a l'eau colorée qui est là, qui commence à monter dans le tube. Pendant que l'eau colorée est en train de monter dans le tube, on constate de l'autre côté que l'eau de chaux commence et continue à se troubler. Donc, il y a ici deux choses, deux nouveaux éléments. L'absorption de l'eau colorée et il y a le trouble de l'eau de chaux que nous devrons interpréter. L'interprétation ici, c'est que les morceaux de viande qui sont frais, c'est des tissus frais, ces morceaux de viande aspirent l'oxygène, absorbent l'oxygène qui se trouve dans l'eau colorée. Ça semble bien que l'eau colorée est riche en oxygène. Donc, lorsque vous placez ces morceaux de viande ici, l'oxygène qui se trouve là est aspiré par la viande. Et en retour, la viande va produire le gaz carbonique. C'est ce qui va entraîner le trouble ici de l'eau de chaux. Cela nous amène à comprendre que lors de la respiration des tissus, les tissus absorbent l'oxygène et rejettent du gaz carbonique. Cette expérience a été réalisée par un physiologiste français du nom de Berthelot. Alors, en récapitulant, les tissus frais absorbent l'oxygène et dégagent du gaz carbonique. Ici, en hygiène, l'hygiène, comme je l'ai dit, l'hygiène, c'est de prendre des mesures pour que notre appareil puisse fonctionner normalement, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Aujourd'hui, tout le monde entend les mesures barrières par rapport au Covid. Il s'agit de prendre des dispositions pour entretenir notre appareil respiratoire. Pour bien entretenir notre appareil respiratoire, il y a des pratiques que nous devrons éviter. Il faut d'abord éviter le tabac. Il faut éviter l'alcool. Parce que tout ça, ce sont des produits qui prédisposent notre appareil respiratoire à des difficultés de fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle l'asphyxie. Il faut éviter les causes de l'asphyxie, c'est-à-dire être toujours dans une chambre où la chambre est aérée. Il faut éviter la noyade. Il y a souvent des gens, quand ils se fâchent, ils vont prendre la corde et disent « je vais me pendre ». Il faut éviter ça. Et il ne faut jamais oublier que le nez, c'est le lieu où vous devrez respirer. Nous voyons souvent des gens aussi qui tentent de respirer par la bouche. Ce n'est pas normal, ce n'est pas recommandé, parce que lorsqu'on avait décrit tout de suite l'appareil respiratoire, on a dit qu'au niveau des narines, il y a des poils qui doivent arrêter la poussière. Et si une fine particule parvenait à passer et s'agglutiner dans le mucus, arrivé maintenant au niveau de la trachée artère, on a dit qu'il y a des cils vibratiles qui s'opposent à tout passage d'un liquide ou d'un solide vers la trachée artère. Vous voyez que souvent, en buvant, lorsque cela nous arrive, nous toussons violemment parce qu'il y a des fines particules d'eau qui ont voulu entrer dans la trachée artère. Les cils vibratiles vont s'opposer. Donc, ce sont des choses, nous ne devrons jamais oublier ça. Nous ne devrons jamais oublier que nous devrons entretenir nos appareils. En cas d'asphyxie, l'asphyxie c'est quoi? C'est lorsque vous avez besoin d'oxygène, mais vous ne l'avez pas. Vous êtes privé d'oxygène. Si vous trouvez une personne asphyxiée, faites tout pour ne pas l'abandonner. Le premier geste que vous devrez faire, c'est de basculer sa tête en arrière et en soufflant dans sa bouche.
ce qui permettra de dégager les voies respiratoires. Chers élèves, chers parents, aujourd'hui, cette leçon, nous allons la récapituler en disant que l'appareil respiratoire comprend deux grandes parties, les voies respiratoires par lesquelles passe l'air et les poumons. Les poumons, au niveau des poumons, tous les échanges se font. Et enfin, on a parlé tout de suite de la respiration, où on a dit que lors de la respiration, l'air subit des modifications. Lors de la respiration, le tissu absorbe l'oxygène et rejette du gaz carbonique. Et en évaluation, à la fin de cette leçon, vous devrez à la maison prendre note des questions suivantes pour pouvoir évaluer. Cela nous permettra la prochaine fois de comprendre si vous avez compris quelque chose dans la leçon d'aujourd'hui. Première question, on vous dit de définir la ventilation pulmonaire. On a dit que la ventilation pulmonaire, c'est le renouvellement constant de l'air dans les poumons. Donc, une semaine, 10 jours, 20 jours après, vous devez être capable de répondre à ça. On a dit de définir la capacité vitale des poumons. Dans l'explication, on a parlé de ça. On a dit de définir la capacité pulmonaire. Les deux ne sont pas les mêmes. Il y a la capacité vitale, il y a la capacité pulmonaire. On vous dit deuxièmement, explique les modifications de l'air dans les poumons. On a fait une expérience où l'air est inspiré, il passe dans les poumons et il y a eu des modifications que nous avons notifiées dans l'explication. Les échanges gazeux au niveau des tissus. On a parlé de ça. On a dit qu'en prenant des morceaux de viande, en les mettant dans un tube, ce qui s'est passé, on l'a dit tout de suite ensemble. Et enfin, on vous demande de faire le croquis annoté de l'appareil respiratoire. Chers élèves, je ne saurais terminer sans vous dire que nous sommes dans une période spéciale où il y a la pandémie du Covid. À la maison, partout où vous vous trouverez, faites tout pour respecter les mesures barrières que les autorités sanitaires nous ont demandé de faire, à savoir porter le masque, éviter de vous embrasser, mettre au moins 1 mètre de distance entre vous. Merci et on va se dire à la prochaine.